Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, ce deuxième épisode de Midnight Cowboys. Aujourd'hui, retour dans les années 30 avec Je suis un évadé, I am a fugitive from a chain gang, voilà, avec mon bel accent. Un long métrage réalisé par Mervyn LeRoy et sorti en 1932. Entre dénonciation sociale, quête libertaire et regard sur l'injustice, ce classique du cinéma la période précode continue encore de faire écho aujourd'hui. Donc installez-vous, on va explorer ensemble ce récit intense. Pour nous accompagner aujourd'hui, évidemment mon acolyte Axel est encore de la partie. Il a déjà sorti sa lanterne pour nous faire part de ses commentaires. Bonsoir Axel. Bonsoir. Axel, j'espère que tu vas bien. Bah ça va très très bien et toi? Ça va super aussi. Et nous avons un invité spécial qui nous rejoint pour cet épisode, puisqu'il s'agit de Thierry, qui est critique pour le site On se fait un ciné. Un site de la même manière que celui sur lequel on écrit Axel et moi-même C'est quoi le cinéma, qui évoque des films de toute époque et que ce soit des sorties du moment ou du passé par exemple. Bonsoir Thierry, ravi de t'avoir avec nous et j'espère que tu vas bien également. Oui, bonsoir. Mais alors écoute, non, moi je ne vais jamais bien sauf quand je parle de cinéma. Donc du coup, en fait, je vais à peu près toujours bien vu que je ne parle que de cinéma, c'est ça, c'est le principe? Mais merci beaucoup de l'invitation. Bah, c'est avec plaisir, avec plaisir. On n'avait jamais fait ça ensemble et pourtant on a déjà C'est un parlé gros beaucoup de plaisir cinéma. également. Gros plaisir également. Super. Et bien sur ce, ne perdons pas de temps et Axel, je te propose de faire le pitch du film. Exactement. Du coup, Je suis un évadé de Mervyn Leroy est un film qui est sorti en 1932 et qui nous conte l'histoire de James Allen qui est incarné par Paul Muni dans le film et qui revient en fait, il vient de revenir de la Première Guerre mondiale et il retrouve sa mère et son frère qui est pasteur hein, dans le film, je rappelle, c'est un petit rappel quand même. Et donc en fait, une fois qu'il retrouve sa mère et son frère, il faut qu'il cherche un nouveau boulot, comme à peu près à l'époque, beaucoup, mine de rien, je pense, de soldats qui sont revenus de la Première Guerre mondiale ont essayé de recommencer un petit peu leur Ouais. vie tranquillement. Enfin tranquillement. On va voir que pour James Allen, c'est pas si tranquille que ça, car il a des ambitions un petit peu plus hautes, on va dire, que la moyenne. Il veut notamment intégrer, il voudrait intégrer l'ingénierie des ponts. Pardon. Donc je précise quand même que ça se passe dans un État américain pas loin de l'Illinois. C'est assez important ça aussi, on le verra par la suite. Et sauf que en essayant de chercher du boulot, il va se rendre compte que c'est plus difficile qu'il ne le pensait et il sombre petit à petit dans la pauvreté du fait de la difficulté de trouver un emploi. Et un jour, il se rend dans un restaurant avec un type qu'il vient tout juste de rencontrer et qui va le forcer à commettre un hold-up. Et lui-même, James Allen va se faire arrêter et condamné à 10 ans de travail forcé. À l'époque, c'est ça la prison. Et il va tenter de s'évader. Je vais m'arrêter là quand même pour le pitch, histoire de pas trop en révéler, parce qu'on va, de toute façon, on va rentrer en profondeur juste après. Donc voilà. Alors pour préciser, le récit est donc inspiré en fait de l'histoire vraie de Robert E. Burns. Donc à l'époque, il avait écrit en fait un témoignage écrit et en fait, quand le film a été tourné, lui-même était en cavale. En fait, il a participé pendant 2 semaines, entre guillemets, au film. C'est-à-dire que l'acteur principal, donc Paul Muni, s'entretenait avec, ce monsieur, donc Robert E. Burns. Ce qui fait qu'en fait, il y a une controverse qui s'est nourrie autour de la sortie de ce film, parce que l'homme était, entre guillemets, «encore en liberté», était en cavale. Mais ce qui peut paraître surprenant, contrairement, par exemple, à la période des années 70, c'est que Jack Warner et Daryl F. Zanuck ont quand même voulu sortir ce film et c'est là où j'y viens, donc justement tout ce contexte, période pré-code. À l'époque, en fait, l'intégration de ce qu'on a appelé le Code Hays, qui a été vraiment, appliqué de façon stricte en 1935, c'est que en fait, dans les années 20 et 30, voilà, on est toute une série, en fait, de films qui n'hésitaient pas à inclure de la sexualité, de la violence. Je sais, par exemple, toi, Thierry, que tu adores Freaks, mais voilà, on a plein d'autres films, hein. Par exemple, Serenada 3, Haute Pègre, tout ce type de film qui a évoqué aussi la violence sexuelle, la prostitution, la pauvreté, la corruption de la société. Et en fait, il y a eu, après la sortie donc de Je suis un évadé, voilà, tout un effondrement en fait de cette période-là, parce que financièrement aussi, ça commençait à être problématique avec la Grande Dépression et les gens étaient plus intéressés par voir des films qui leur rappelaient la réalité, quoi. Donc, là-dessus, voilà, le film est une des dernières pièces en fait du mouvement précode de cette période et on l'évoquera après évidemment, on retrouve des fragments de la Grande Dépression, c'est-à-dire, cette période de crise économique avec le krach boursier. Pour finir donc, pour, présenter quand même le réalisateur Mervyn LeRoy, il a commencé sa carrière en fait en tant que costumier et auteur de gags et par la suite il a réalisé des films voilà qui ont été acclamés, Quo Vadis par exemple pour le péplum, Waterloo Bridge, Little César par exemple, voilà et il a produit, également Le Magicien d'Oz, donc c'est quand même un scénariste aussi, un producteur assez influent d'Hollywood à cette époque. Pour commencer, j'aimerais avoir quelques impressions
de votre part et je commence par te donner la parole Thierry. Comment est-ce que toi tu perçois ce film Je suis un évadé, aussi bien sur le plan social que cinématographique? En fait, j'aimerais avoir tes 1 impressions, de ce que toi ça te fait de voir ce film-là qui quand même remonte, on est presque à un siècle. Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors déjà, effectivement, c'est oui, c'est toujours la première impression et l'une des choses auxquelles il faut s'intéresser, ne serait-ce que même pour soi, quand on fait un regard critique sur une œuvre qui, en plus, ne nous appartient pas. On n'est pas dans notre monde contemporain, on n'est pas dans quelque chose où on va pouvoir se raccrocher à une vision du monde que nous, on connaît ou qu'on a pu connaître. Donc là, on est quand même, oui, effectivement, 100 ans après. C'est toujours plus complexe de se poser sur ces œuvres-là, d'autant qu'il y a toujours cette question du est-ce que cette œuvre est précurseuse de quelque chose ou pas. On se dira ah bah tiens, c'est peut-être le film le plus ancien que j'ai vu qui traite de cette chose-là, et puis en réalité, on verra un film dans 2 3 ans qui date de 20 ans plus tôt. On se dit ah bah merde, c'était déjà là. Mais effectivement, on est quand même dans les prémices de quelque chose. Le fait que tu parles du Code Eyes aussi, c'est intéressant puisque c'est toujours ces films qui ont osé faire ça sont autant les films qui se permettaient encore des libertés qui ont été interdites derrière, que les films qui, d'une certaine manière, ont comment dire, ont eu la complicité de participer à Ouais, l'invention du Code Eyes. C'est parce que ces films ah tout dérangeaient à fait, ouais. que ça Mmh. existait. Donc moi, ça m'intéresse toujours un petit peu cette période pré-code en me disant, est-ce qu'à chaque fois, je vais tomber sur des films qui bafouent quelque chose à l'image du puritanisme américain et qui va permettre de s'y plonger. Donc ça, c'est la première chose que j'ai cherché, moi, en regardant dans le film, quand Ouais, j'ai vu l'année dans laquelle il était inclus. Ça, j'y répondrai peut-être après, mais j'ai trouvé des éléments voilà, qui m'ont bien intéressé, notamment ouais, par rapport au système de conditionnement américain, au déterminisme et aussi à l'armée que l'on retrouve un petit peu partout, puisqu'on a quand même différentes strates qui C'est ressemblent à vrai, ce que le personnage reproche à l'armée dans totalement. ouais, d'autres milieux. Voilà. Ça, pareil, je absolument. pense qu'on Mmh. on pourra y venir Ouais, un petit peu après quand on développera. Après, moi, c'est une période, au final, je m'en aperçois pas mal, que je connais pas tant que ça. C'est quelque chose, ou même ouais. c'est ce que je me disais, je me faisais la réflexion tout à l'heure, je disais, tiens, qu'est-ce que je connais au final des années 30 états-uniennes, Mmh. au-delà même de réalisateurs qui n'en sont pas. Moi, j'ai regardé beaucoup de réalisateurs immigrés de cette époque. J'ai regardé les films après la fuite de langue. Donc là, on est presque dans les années 40 au final. Mais, ou même Mmh. là, tu parlais de Serenade à 3, que moi j'aime beaucoup. Mais Lubitsch, c'est pas un auteur américain pur jus. C'est quand même Ah non, quelqu'un du qui, tout. voilà, qui va ramener aussi des choses de son pays. Mmh. Les gars comme Wilder, les gars comme Hitchcock, je me disais, c'est assez marrant parce qu'au final, des auteurs américains pur jus de là-bas à cette période-là, à part les débuts de Ford et à part tout ça, c'est pas quelque chose que je connais vraiment. Donc déjà, ça, Ouais, c'est pour ça aussi que le film m'a intéressé, parce que c'est vrai que j'ai vraiment le cinéma américain, c'est quelque chose que contemporainement, je commence à pas mal fuir. Ça m'intéresse beaucoup moins maintenant. Mais celui de cette époque, voilà, on est quand même dans une époque très glorieuse où il y avait beaucoup de liberté, beaucoup de choses. C'est pas ouais, pour rien que on a aussi eu un affect à ce cinéma-là qui est intéressant. Voilà, donc moi j'ai cherché ces choses-là. Et après, évidemment, le truc hyper intéressant quand on s'intéresse à l'image, c'est chercher des exemplarités de formalisme. Toujours en se posant la question du si j'ai l'impression que c'est académique, est-ce que réellement on pouvait appeler ça académique à l'époque ou est-ce que ça a forgé des bases qui en ouais, réalité n'étaient pas encore vues? Comment est-ce qu'il va construire son récit? Là-dessus, je suis partagé. Alors, pas dans le ressenti, mais dans la manière dont c'est construit. Je trouve qu'il y a des choses où ça va s'axer sur une narration qui est très classique et d'autres où tout à coup, il va y avoir des espèces d'envolées. Pareil, ouais, là tu me parlais de ressenti, donc je vais essayer de pas trop rentrer dans le détail, mais il va falloir qu'on y rentre à un ouais, moment. Mais il y a des espèces de moments où l'image se permet des choses qui sont très factuelles, qui sont absolument. pour dire, très fortes, et où je me Mmh. suis dit, ouais, le film par ailleurs. Et il a un truc qui est hyper intéressant, donc pareil, pas forcément lié à son époque ou quoi, mais c'est qu'il a, enfin, c'est que les axes formalistes que j'ai trouvés correspondent en plus à des ruptures de ton assez provocatrices. C'est-à-dire que le film, aime jouer sur sa narration. Alors, je trouve que le titre anglais le dessert presque un petit peu parce qu'il y a I am fugiting from a chain gang. Je pense que tu Ouais, retires le from the c'est chain vrai, gang, tu ne sais pas où le film d'accord. peut aller parce que sinon tu attends ce Clairement, moment où le chain très gang clairement. arrive, qui est quelque Mmh. chose de très lié à l'époque, lié à la Grande Dépression, lié à l'arrivée Ouais, aussi, de pas mal de choses qui se passent là-bas. Mais du coup, oui, forcément, le film, moi, quand je vois le truc au début, je vois à peu près vers quoi ça va aller et il a eu le don, de beaucoup me surprendre, de partir dans des choses auxquelles je m'attendais pas. Moi, ce que tu disais, Axe, dans le synopsis, le côté, enfin, dans le petit résumé, donc tout à coup, il va se faire condamner à des travaux forcés, tout ça, je l'ai pas vu venir. Parce que j'ai pas regardé de quoi ça parlait non plus. Je me suis jeté dans le film en ouais. disant: «OK, on est sur un gars qui revient de l'armée et ça va être le récit d'un gars qui dit: "Bah non, en fait, j'ai pas envie de me reconditionner, à la voie qui Mmh. m'était tracée et je vais partir et je vais être libre"». Je me suis dit: Ouais. «Ça va être là-dessus». Mmh. De là à me dire que ça allait partir sur effectivement, un truc de gang, puis un récit d'évasion, de fuite, quelque chose qui fait penser à ce qu'aura été quelques années plus tard, John Dillinger des États-Unis, le mec qui arrive à s'évader de toutes les prisons toujours de manière plus spectaculaire. J'étais: «Ah mais où est-ce que tu m'emmènes film? Tu me mets des cavalcades, tu pars dans le Ouais. western, tu pars dans plein de trucs». Ah voilà, on va
Ouais, Là, je dis ça en vrac parce mmh, qu'il faut pas que j'en donne trop, mais ouais c'était un film assez surprenant qui, en plus, va jouer sur un côté je suis très classique tant que ma narration ne s'est pas envolée et à partir du moment où elle part, bah, le film part dans tous les sens et c'est assez et impressionnant. c'est vrai que c'est très intéressant ta remarque sur les titres parce que le titre français est bien plus figuratif, c'est-à-dire qu'on peut, comme tu l'as expliqué, s'imaginer: «Je suis un évadé» aussi du point de vue du ressenti d'un soldat qui est traumatisé en fait, qui voilà, qui essaye de s'évader, psychologiquement, socialement, et cetera. Mais si on reprend exactement le titre, américain à la lettre, le titre anglais, ouais, c'est en fait, ça a cette, dimension, je te dirais factuelle, qui moi me rappelle presque, tu vois, un titre comme Un condamné à mort s'est échappé, par exemple de Robert Bresson. Tu sais vraiment aller à l'essentiel, voilà, c'est il s'est échappé, on s'intéresse qu'à ça quelque part, donc on peut s'attendre à un film de prison, absolu en fait, juste avec le titre anglais, alors que c'est pas du tout le cas, dans les faits. Et comme tu l'as dit, voilà, il y a un côté classique qui est un peu perturbé par le jeu de la narration, les ellipses, tout ça, on va y revenir. Et donc, ça me permet d'amorcer sur le premier sujet que évidemment qu'il faut identifier, mais qui est ce travail forcé, en fait, cette idée donc de chain gang. C'est-à-dire, en fait, c'est un instrument de pouvoir, en fait, hein, des États. À l'époque, les chain gangs, c'est en fait une chaîne de condamnés, c'est-à-dire que c'était une technique qui consistait à regrouper des prisonniers afin de leur faire effectuer des travaux manuels, donc très pénibles, voilà, avec, l'utilisation de chaînes. Là, en l'occurrence, il n'est pas fait mention de la Géorgie, mais à l'époque, c'était, la Géorgie et en fait, l'homme qui a inspiré l'histoire, voilà, il a vécu cette situation-là en Géorgie et donc ça a été supprimé, en fait, en 1955. Mais ces chain gangs, la façon dont ils sont inclus, je te dirais, dans la narration et ce que je trouve intéressant, c'est qu'entre guillemets, c'est par bribes. Ça constitue à la fois le cœur du récit, mais en même temps, on s'en éloigne quand même, assez souvent justement par des ellipses, voilà, il fait des allers-retours et ce qui est terrible, c'est que le personnage voyage, en fait, il va d'un endroit à un autre. Quelque part, c'est lui-même, on a l'impression, par la narration, qui s'amène à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'inconsciemment, il se dirige tout seul vers cette espèce de cœur du récit qui est malheureusement, sa triste destinée, quoi. Donc ça, j'avoue, j'ai trouvé ça assez intéressant. Toi, Axe, je ne sais pas ce que tu avais, pensé justement de la manière dont ces camps-là sont mis en scène dans ce Mm. film, Bah en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que moi, au contraire de Thierry, justement, j'avais regardé le synopsis avant de voir le film. Et du coup, je savais qu'il y avait, mais je m'attendais même, moi, à l'inverse, je m'attendais à un film purement carcéral en fait. Et au final, j'ai été très surpris quand même, tout comme Thierry, quand je regardais le film, de me dire, quand je l'ai fini au bout d'une heure et demie, de dire mais c'est pas possible, il dure qu'une heure et demie et il se passe tout ce qui se passe dans le film. Non mais c'est assez taré quand même, je trouve, rien qu'à ce niveau-là. Et donc oui, tu parlais effectivement de cet aspect-là, comme quoi même quand il sort de prison, il est quand même ramené à cette condition-là qu'on disait juste auparavant. Donc ça parle de travail, donc les travaux forcés effectivement en prison. Moi je trouve déjà de manière générale que le film non seulement mélange des fois les tons, mais aussi il y a certains paradoxes. Par exemple, je trouve qu'il peut être très expressionniste parfois dans sa forme, en utilisant notamment, on va en reparler plus tard, parce que je pense que c'est très important, le fondu enchaîné et des effets de surimpression pour ouais. marquer. Il joue sur le défilement du temps et des ellipses à plusieurs reprises, c'est assez impressionnant. Et en même temps, il y a quand même, notamment pendant les scènes de prison, encore une fois, donc évidemment, on voit ce que c'est le travail forcé avec les scènes de prison, mais qui sont aussi, enfin, qui sont extrêmement réalistes, je trouve, mine de rien, même si, enfin, pour le coup, c'est assez spectaculaire la manière dont c'est montré. Mais par exemple, la scène où comment dire, il est avec un de ses comparses en prison, ils sont en train de creuser à l'extérieur, et Ouais. enfin en tout cas ils sont avec des pioches, et puis il me semble que celui de derrière est avec une masse en train de, voilà, ils sont en train d'enfoncer des clous dans des rails, si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et, euh, et à un moment donné, c'est au C'est bien moment. ça, hein, ils font la création du chemin de fer, hein. Exactement, Ouais. exactement. Et à un moment donné, donc, c'est au moment où il veut s'évader. Et donc celui qui est derrière lui doit, enfin, il n'a pas le choix de toute façon, il doit mettre un coup de masse sur sa cheville pour qu'il, comment dire,
pour qu'il puisse s'évader, en fait, pour que ça brise les Complètement. chaînes qu'il a et pour qu'il puisse s'évader juste après. Et ce qui est hyper impressionnant, c'est donc au départ, moi je pensais pas du tout qu'il allait vraiment le faire, mais si, de toute façon il est obligé, donc il le fait. Et en plus de ça, le montage te rend vraiment la chose non seulement extrêmement brutale, mais extrêmement réaliste aussi parce que c'est un montage extrêmement coupé. Je pense que de manière générale, d'ailleurs, c'est un film qui est très découpé. Hormis les scènes de discussion peut-être, mais sinon c'est un film qui est très découpé. Ouais. Et je trouve qu'il y a ce réalisme qui est amené quand même pendant les scènes carcérales, alors même que c'est un film qui utilise beaucoup les effets des effets formalistes très marqués comme les surimpressions, le montage avec les fondus enchaînés, etc. Et même les ellipses, les cartons de journaux qu'on voit à plusieurs reprises. On en reparlera ça aussi de l'image médiatique dans le film, mais je pense que c'est important. Donc Mm. dans un premier temps, je pense ce qui m'a surpris en voyant le film. Moi, ce que je trouve assez étonnant, c'est que en fait, la souffrance de ces prisonniers donc en fait, elle est ramenée par une lumière qui est presque agressive, en fait, une lumière de plein jour. Par moment, au contraire, on est placé dans l'obscurité la plus totale, dans les décors de camp qui sont assez claustrophobes dans les chambres, etc. D'ailleurs, je trouve que toutes les scènes de surveillance près du lit sont assez terrifiantes, notamment quand on vient réveiller tous les prisonniers là-dessus. On a l'impression que c'est vraiment c'est omniprésent. À la fois, on a cette sensation de répit parce qu'il n'y a plus cette lumière agressive. Donc on est dans l'obscurité, mais il y a quelqu'un qui vient chercher le contact de l'autre et qui vient l'agresser. Et après, les scènes de travail, je les trouve justement, comme tu l'as expliqué un petit peu, montées de manière frénétique, mais en même temps, elles sont très répétitives. On se limite à nous montrer des tâches, très, très, très précises pour qualifier, et pour matérialiser, l'épuisement des personnages qui sont d'ailleurs cadrés de façon assez large, hein, quand même. On a l'impression de voir, comme ça des individus, une masse anonyme. En fait, on n'arrive pas vraiment forcément à mettre le doigt entre guillemets sur qui est qui, à part le personnage principal, évidemment. Voilà, la plupart des plans larges, ça concerne ces tâches et oui, alors, en fait, moi, ça m'a aussi rappelé donc un peu plus tard dans le cinéma américain, La colline des hommes perdus justement, de Sidney Lumet, où il y a tout ce rapport en fait avec, l'exploitation du travailleur qu'on essaye de pousser, à bout, qu'on essaye de rendre plus fort parce qu'en fait les cadres sont persuadés que c'est en faisant faire ces tâches-là que l'homme peut devenir, plus fort, quitte à même s'approprier en fait son mérite quand il réussit, plus tard, hein, quand il arrive à s'évader. Ça m'a rappelé ça. Donc après de là dire précurseur, ça veut tout et rien dire, mais il y a cette même sensation d'étouffement que j'y vois. Mais c'est assez intéressant que tu vois ça parce que d'une certaine manière, les 2 films se répondent et comme tu le dis peut-être, non volontairement, dans le sens où, dans La colline des hommes perdus, il s'agit d'un camp de l'armée pour déserteurs. Donc on se retrouve à retrouver un système qui est conditionné comme à l'armée dans un camp de prisonniers qui est juste Ouais. censé, voilà, mettre des mecs au bagne. Là-dessus, on a un point qui est similaire, même si là, on n'est pas dans un camp de l'armée. Mais il y a un truc, moi, qui me fait écho, je trouve, à une phrase qui est dite au début du film qui, moi, m'a directement marqué en me disant, alors que je ne savais pas encore qu'ils allaient partir là-dedans, mais quand je pensais qu'on était en train d'être sur un récit antidéterministe, enfin, on y reste, hein, il y a une phrase qui me marque, c'est donc au tout début, quand il est avec sa famille et qu'ils lui disent, non, mais avant de partir à l'armée, tu avais promis que, tu prendrais ça, que tu ferais ce Oui. boulot-là, que tu reviendrais pour faire ça. Lui, il explique ce qu'il a envie de faire. On lui dit: «Mais attends, ça mène à rien, tout le monde t'attend là-dessus» et il y a, alors je sais pas, enfin, qui c'est par dans sa famille, si c'est un parent proche ou quoi que ce soit, mais je crois que la personne est prêtre. Oui, Heu, il me semble que c'est son frère, il me c'est semble. voilà, bon, ouais, au début, j'étais là: «C'est peut-être son père», mais ça a l'air d'être un prêtre plutôt catholique, donc je ne suis pas sûr, même si c'est Ouais, sûrement un protestant, pas encore un évangéliste, on n'est pas encore à cette période-là. non. Mais le gars lui dit: «You could be a soldier of peace instead of a soldier of war». Il lui dit ça et le mec lui répond, donc Paul Muni lui dit: «I don't wanna be a soldier of anything». Moi ça m'a vraiment fait un écho et ça m'a fait penser aussi qu'il y avait déjà un discours sur la rhétorique américaine. Il y a un côté, on est dans du patriotisme, un sens du devoir qui est constant, ce qui fait que même aller travailler, donc juste apporter ta part à la société dans le travail, on Ouais, dit que tu es un petit soldat, quoi. Et ouais, du coup, le «Je ne veux être un soldat de rien», moi, ça m'a fait un gros écho et quand il revient au bagne et qu'on commence à avoir les inserts, sur le moment où, on doit les compter.
un à un là, comme ça, Ouais. quand ils rentrent dans le baraquement. Les moments où ils mettent les chaînes sous la table et qu'il y a un plan vraiment, c'est très calibré, c'est très carré, c'est très comme ça, c'est très réglé, c'est répétitif. J'étais là, je fais donc c'est un mec qui fuit l'armée et qui s'y retrouve d'une seconde manière. Et ne serait-ce que ça m'a C'est sûr. beaucoup marqué. Et il y a un autre truc sur les ellipses, donc tu parlais, Axe, toi, de tout ce qui est le défilement du temps, avec soit le choix de fondu enchaîné, soit des choix plus radicaux. Et là-dessus, justement, ça va jouer sur ce qui se passe. Soit tout à coup, il a conscience qu'il va réussir à s'enfuir, donc le temps commence à défiler de manière assez linéaire parce qu'on est en train d'atteindre un but. Ou soit justement, il y a le côté, là c'est le désespoir, donc on est dans des scènes beaucoup plus rudes, avant qu'il n'envisage vraiment de se dire: «Là je m'évade et c'est fini». Et la manière dont le temps défile sera assez différent. C'est un passage qui est très formaliste pour le coup, qui est assez marquant. C'est, le calendrier qui apparaît et qui est frappé à coups de pioche Oui. avec justement Mmh. les feuilles du calendrier qui Totalement. défilent pour montrer le Mm. côté répétitif, brumeux, Ouais. Exactement. violent de la chose. C'est on Mmh. subit ce temps qui passe Ouais. en fait Et et c'est voilà, d'ailleurs enfin amené, tout tu ça, sais, ça me avec marque ce quoi. chant, tu sais, avec ce chant des travailleurs Oui. qui revient à chaque Bah fois. oui. Oui, C'est oui vraiment c'est aussi, oui. vraiment tous les jours, et les jours se Donc et ouais, les jours défilent. au-delà d'un côté, je suis prisonnier de quelque part, il est pas en fait, il est toujours prisonnier, comme il était prisonnier de l'armée. Enfin, il y a ce côté en fait, Ouais. quoi qu'il arrive, on le force à être dans un autre conditionnement, qu'il soit là au travail ou, dans le corps armé où il était avant, c'est une routine et ça, c'est pas possible, en fait et c'est ça que Absolument. je trouve intéressant justement Exactement. dans Ouais, son rapport à Ouais, tout ça, quoi. exactement. ouais. Ouais, totalement, totalement et bah, écoute, c'est parfait parce que je comptais amener le propos justement sur, moi je vois en fait aussi comme une, déconstruction en fait du rêve américain pour le personnage. Parce que, James Allen en fait, donc dans le film il est victime d'un système punitif, hein, de la justice. Et un système qui marginalise en fait, les pauvres qui cherchent une vie meilleure. Ici, le travail forcé, ça devient une punition qui est complètement disproportionnée, faut le rappeler parce que c'est un petit délit. C'est-à-dire que il Ouais, tenait dans un petit 5 $. délit dont il est pas vraiment responsable en plus, quoi. Voilà, en plus de ça, il est pas vraiment responsable, c'est l'autre qui a fait son vol à main armée. Alors OK, complicité parce qu'il a tenu un billet, pendant 5 secondes. Ouais, j'avoue, c'est un peu. Voilà, mais hem mais du coup, donc le film qui commence sur ce personnage, au sortir de la Première Guerre mondiale. Donc lui, il rêve d'un avenir brillant en fait. Il veut devenir, architecte, il veut bâtir sa vie, après son service militaire et en fait, moi, qui m'a frappé, c'est qu'au début du film, j'ai l'impression de voir une forme d'optimisme dans l'image. C'est-à-dire que j'y vois une Amérique qui est pleine de possibilités avec, un groupe de soldats, du coup, sur un bateau qui s'entendent bien entre eux et mine de rien, c'est quand même assez lumineux dès le début. Il y a des espaces ouverts. Et en fait, progressivement, plus le film progresse et plus justement il y a tout un aspect expressionniste que tu évoquais, Axe, donc qui s'intègre, en fait, hein, qui s'intègre, et donc on a un contraste visuel, je trouve, qui matérialise cette chute du rêve américain, en fait. Plus le récit progresse. D'ailleurs, sur le cadrage, James, en fait, il est souvent filmé au centre du cadre, mais je trouve qu'il est entouré d'éléments, oppressants. C'est-à-dire que dès le début du film, quand on le voit à côté de sa famille, moi j'ai presque l'impression que sa famille souhaite déjà quelque part mettre la main mise sur ses aspirations, sur ce que lui veut faire et ça se ressent tout de suite, dans le cadrage quoi. Dans le cadrage et d'ailleurs, bah, c'est quand même pas anodin si on a autant de gros plans en fait sur le visage du personnage, hein, sur cet acteur formidable, vraiment qui donne une humanité en fait et une sensibilité propre qui est assez folle. Vraiment, on a besoin d'un seul gros plan pour comprendre ce qu'il ressent. C'est très, très fort là-dessus. Mais donc, lui, il croit au mérite quelque part. C'est ça que je trouve très beau, le mérite, ce fameux rêve américain, malheureusement qu'on lui refuse qu'on lui refuse et là-dessus, en fait, moi, j'y vois presque, en fait, une, juxtaposition entre les prisonniers, les soldats et les pauvres. C'est-à-dire que, certes, on a des prisonniers qui ont commis des crimes, des délits, mais quelque part, est-ce que tous ces prisonniers-là ne sont pas les pauvres, de la Grande Dépression? Est-ce qu'on a réservé une seule chance, en fait, à ces pauvres qui qui essayent de survivre, hein, mais qui doivent voler? Et d'ailleurs, à la fin du film, il dit: «Je vole» et il s'assume totalement. En fait, quelque part, il s'assume totalement en pauvre parce qu'il a compris qu'il n'avait pas d'autre choix pour s'en sortir que de faire ça. Comme le personnage du début qui lui a commis qui a commis un vol à main armée, mais qui l'avait fait sans doute pour, entre guillemets, «pour rembourser ses dettes de jeu», parce qu'il me semble qu'il lui propose de faire un poker ou un jeu de cartes juste avant. Je voulais intervenir sur ce que tu disais par rapport au mérite. Que, en plus,
quand même quelqu'un qui revient de la Première Guerre mondiale. Et Ouais. en gros, la société lui dit quand même que bah non, en fait, c'est pas possible, le boulot, c'est pas si simple à trouver, et en fait, tu vas aller en prison, en plus d'une manière où bah tu mérites pas d'aller en prison quand même, quoi. C'est un faux hold-up entre guillemets. C'est pas lui qui tenait l'arme, etc. Enfin bref. Donc c'est effectivement, je rejoins cette idée de mérite que tu disais. Voilà, c'était juste pour dire ça. Ouais, et alors pour entamer sur quelque chose d'autre, ce que j'ai remarqué, c'est enfin tout ce développement sur une routine aliénante, qu'on pourrait qualifier comme ça, c'est une routine aliénante pour les individus, mais pas que pour le personnage lui-même. Pour moi, c'est tout un propos du film, c'est-à-dire le regard des individus, à quel point le regard des individus est aussi influencé par rapport aux autres en fait. Parce que là, le personnage, il est influencé par sa famille dans ses choix, mais c'est pas que lui non plus. Par exemple, la femme qu'il rencontre, qui sera son épouse, elle souhaite rester avec lui uniquement pour l'image qu'elle se fait de lui, c'est-à-dire, quelqu'un qui réussit, qui va gagner de l'argent. Donc là-dessus, j'aurais voulu avoir ton ressenti, Thierry, justement sur, finalement, ce point de vue sur les autres, le regard des autres, comment ça change quelque part James ou ça le change pas? Ouf, bah, en fait, c'est vrai que non, non, mais en fait, oui, c'est ça, mais c'est la rencontre. C'est quelqu'un qui n'a connu qu'un seul système et qui, au final, presque grâce, c'est un bien grand terme, hein, à, à la criminalité, va découvrir une vocation. Le regard des autres et tout ça et aussi parce que, quand il se retrouve aux travaux forcés, toutes les personnes avec qui il interagit, donc c'est important de jouer sur ces contre-champs-là, il y a aucun criminel là-dedans. Il Ouais, y a jamais de moment où il était évertué que lui est là parce qu'il a fait un truc horrible et c'est juste des gens qui se retrouvent un peu victimes de ce système. C'est là aussi qu'on voit, des personnages noirs, par exemple, quelque chose qu'on voit très peu, dans ce cinéma-là et ouais. voilà et là, bon, qui sont quand même montrés en plus dans cet écran-là, donc ça dit quelque chose, C'est vrai, totalement. heu, Mm. Ouais. de tout ça et en fait, plus que la manière dont les gens le regardent, c'est la manière dont la caméra le regarde. Je trouve qu'il fait aussi quelque chose qui alors, Ouais. je vais pas aller jusqu'à dire que c'est comment dire? Anti-classicisme américain parce que c'est peut-être pas non plus à ce point-là, mais il y a un truc qui est assez intéressant et qui m'a interpellé, probablement parce que en coïncidence, j'avais lu un article sur le sujet à peu près au même moment. Donc c'est quelque chose où ça résonne et tu te dis: «Ah ouais, mais ça Ouais. influence ton regard. Est-ce que ça a vraiment influencé mon regard ou est-ce que c'était l'opportunité du moment?» Je lisais, enfin histoire d'être explicite, je lisais en fait, un vieil article des Cahiers du cinéma, je crois que c'est sur le numéro 10, tu vois? Je suis en train de lire des grosses archives du Cahier du cinéma et c'était un texte qui disait que, donc selon l'auteur du texte et je suis assez en accord avec ça, moi je suis quelqu'un qui déteste avec des grands guillemets «les acteurs», vous allez comprendre pourquoi. Mmh. En fait, le gars disait que pour lui, Griffiths dans Naissance d'une nation et dans Intolérance aussi, parce que dans Intolérance, il fallait faire la contre-thèse du KKK, donc il fallait montrer des êtres de lumière et donc les iconiser encore plus pour dire: «Mais non, non, je vous disais qu'ils étaient gentils, mais non, c'est pas vrai, regardez, eux, ils sont bien». Voilà, enfin, a eu cette tendance à vouloir capter en gros plan tout le temps ses acteurs, ne plus les utiliser comme un élément du champ, mais les utiliser comme un véhicule. Et donc, ce qu'il fait, il dit on avait des personnages, maintenant nous n'avons plus que des acteurs. Voilà, moi j'ai un problème avec les stars en fait. Je suis très content quand des auteurs se disent je ne joue qu'avec des acteurs inconnus parce que ben, on va vous voir machin qui joue truc, on va pas voir pour voir le personnage. Et il y a un truc qui est intéressant avec le personnage de Paul Muni, donc c'est qu'au début, quand il le montre, alors moi l'avantage c'est que ben, même si j'aurais pu voir le Scarface de Hawks, j'ai jamais vu de film avec Paul Muni, donc du coup, j'ai pas cet affect avec lui, qui est pourtant Ah une oui. gueule de cinéma assez Mmh. particulière de cette période, hein. J'ai regardé un peu tout ce qu'il a fait, et oui, il a pas fait que ça, et il a fait des films qui sont très reconnus, donc c'est quelqu'un d'assez assez conséquent là-bas. Mais au début, je me disais, tiens, dès l'instant qu'il est dans les rencontres avec cette femme, il va être filmé de côté. Qu'est-ce qu'il est beau, il est lancé, il y a quelque chose de ce classicisme américain. Ouais. Et je me dis, là, la caméra, elle est pas en train de me dire, observez mon personnage, elle est en train de me dire, regardez Paul Muni. Et ça, j'étais là en mode, tiens, un peu dérangeant. Mais sans être dérangeant, c'est une forme aussi de cinéma qui est communément acquise. Et puis, je trouve qu'il détruit en fait cette image. Cette image, on la reverra quasiment plus. Le personnage, maintenant, chaque fois qu'il va le remontrer écroué. Il va mettre vraiment à l'épreuve son acteur qui va devenir, d'une certaine manière, son personnage. Donc voilà, faire disparaître la gueule avec laquelle on est familière pour justement mettre Ouais. que James Allen en scène. Ça déjà, c'est assez intéressant. Ça le fait Ouais. passer par Mmh. plusieurs états. Et alors, j'ai peut-être un peu dérivé de la question, je vais essayer de m'y recentrer. Non, mais t'inquiète, c'est intéressant Hem, aussi. Ça fait qu'il y a, voilà, un désaveu de tout ça, mais aussi donc un désaveu du classicisme, comme un désaveu de, la mentalité, voilà, très américaine qui veut que tout soit conforme à un espèce de petit Ouais. écrin. Ce que le Kodály fera 2 ans plus tard, enfin 3 ans plus tard, en disant, «Tout le monde se conforme ou s'écrotte».
Et là, Ouais, du coup, c'est totalement. intéressant de se dire justement que ça Mmh. dit un peu merde à tout ça et que ça se permet encore de le faire. Et c'est quand même un film qui, en termes de morale, même s'il le fait de manière, je dirais légère, parce que faut pas oublier un truc, c'est que là, on a parlé de tout ce qui était dur et tout, mais ça reste une grosse comédie, le film. Et on pourra peut-être revenir là-dessus. Moi, il y a des moments qui m'ont fait Mmh. vraiment, qui m'ont rendu hilar, et le film nous amène à jouir d'un mec qui va s'accomplir dans la criminalité. C'est pas quelqu'un qui va être puni Ouais, par. Il y a pas cette espèce de, il va finir par être puni par le scénario ouais, du fait qu'il devienne réellement un criminel. Non, c'est en se disant, ok, j'étais un mec qui aurait dû devenir un Américain moyen. Je découvre que l'Américain moyen n'existe pas dans ce milieu. Si on C'est est ça, juste les maillons d'un rouage qui doit exister, exactement. et ben si je Mm. dois exister d'une autre manière et m'épanouir comme ça, je vais le devenir parce que c'est ça la vraie liberté. Et le rêve américain, c'était de se détacher des normes. Donc en fait, je l'accomplis d'une certaine manière. Et je trouve qu'il y a un absolument, ouais. truc qui Mmh. retourne ça qui est assez Mmh. intéressant. Beh, d'ailleurs, il y a un truc, parce que là, tu évoques le comique du film. Un truc qui est presque absurde, c'est qu'on voit le nom James Allen, en fait, dans tous les journaux. En gros, il y a des espèces de brèves où on apprend que le personnage, accède à un statut professionnel supérieur et cetera, et on nous fait part de ses succès professionnels, même par les médias, donc par le journal. Mais à aucun moment donné, il a arrêté parce qu'il est pas dans le bon état. Mais du coup, bah, tant mieux, hein, écoute, cher personnage, tu réussis, on continue à te suivre. Et donc en fait, ouais, il y a une forme de jouissance parce que nous aussi, en fait, on se dit: «Jusqu'où le personnage, tu vois, il va pouvoir continuer à accéder à un statut professionnel encore plus élevé avant d'être, de nouveau arrêté?» Et de toute façon, en fait, le personnage, il paraît, enfin, j'ai envie de dire, il est surpuissant, en fait, par rapport à la prison. Il s'évade. On a l'impression que c'est un jeu d'enfant, hein. C'est presque un jeu d'enfant, enfin, c'est un jeu d'enfant. Il se prend quand même une sacrée douleur dans le pied, mais je veux dire, il suffit de faire diversion avec le chef, de lui faire tourner le regard pour que lui, il s'évade. Donc ça nous montre un petit peu aussi, la faiblesse, «d'intelligence» entre guillemets, hein, enfin toute la bêtise de ces gens-là. Et d'ailleurs, on finit par se demander s'ils n'y croient pas vraiment à leurs exercices qui pourraient rendre plus forts leurs hommes, même si c'est un prétexte. Ah, Samuel Fuller répondra pas mal à cette question plus tard. Mais non, mais en plus, enfin, là où c'est intéressant, là où je disais, enfin, déjà oui, mais en plus, quand on dit qu'il nous amène à jouir de ça, c'est qu'il y a la deuxième évasion, et celle-là, elle est hyper importante. C'est de se dire que finalement, il se retrouve encore écroué par système, mais quand il se retrouve écroué une seconde fois, pour lui, ça devient une opportunité. Il trouve ça, enfin, Ouais, presque chouette en fait. La deuxième évasion, il arrive à tout faire péter, il est heureux, il y a des plans sur son visage où vraiment le mec, il est là en mode, vous m'aurez jamais, machin. C'est pour ça que je faisais des ouais, références à Dillinger. Le mec qui oui, limite est content de retourner en prison pour prouver qu'il peut s'en réchapper, parce que là, et là, le titre reprend son sens. Le titre français, là, Je suis un évadé, c'est qu'est-ce que je suis? Je suis le mec qui est connu ouais, pour c'est s'être ça. échappé et vous me Mmh. poursuivrez tout le temps pour ça. Comment le prouver? Eh ben, je vais me rééchapper une seconde fois. C'est pour ça que Ouais, c'est le, Et ça. le- je trouve le ça titre, génialissime. le titre français est peut-être même mieux que le titre original en vrai. Ah, c'est une vraie question, ça Je sais pas pas, vrai en tout cas. je sais pas, mais Bah, peut-être que ça a peut-être plus de sens, je sais pas. mais sur la condition de l'échapper, oui, là où le titre anglais aura peut-être une condition sur le témoignage contre les chain gangs pour le Oui, coup. oui, Tu vois, oui, c'est un oui, peu. Ouais. oui, c'est vrai, oui, Ouais. c'est vrai. Avec Axel, on discutait en off, pensais à un autre film par rapport à cette, scène de poursuite. Et c'est vrai que, maintenant que tu fais la réflexion, il y a un décalage total si on regarde la gestion, des tons dramatiques et cetera. En fait, ça concerne le film sur, Le salaire de la peur de Clouseau. Non, Donc de le Julien passage Leclerc. du coup, Tu n'avais le pas le droit de passage à faire la cette fin, blague. Je T'avais l'ai pas pas le droit vu. dans ce podcast. sur la fin du salaire de la peur, tu as le vieux qui meurt, mais sauf que lui, contrairement à celui de Je suis un évadé, prend pas du tout plaisir, hein, à se prendre la nitroglycérine dans la gueule, hein. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que moi, ça m'a un petit peu rappelé ça aussi, le salaire de la peur plus tard, forcément. Là, pour faire un aparté, pour parler d'un autre cinéma, après on revient au cinéma américain. Le film a rappelé, dans la manière de filmer le quotidien comme ça, qui est épouvantable, des prisonniers, la première partie de La condition de l'homme, le film de Kobayashi, qui est divisé en trois parties, et où c'est pareil, il y a tout un propos anticapitaliste sur la dignité humaine qui est saisissant. Donc c'est vrai que ça m'a rappelé ça aussi sur ces camps de travail forcé. Donc pour poursuivre, Axel, je vais te poser une question aussi, parce qu'en fait on a évoqué justement ces transitions, des ellipses et le fondu enchaîné. Qu'est-ce que toi tu penses du fondu enchaîné dans son utilisation? Là, je pense particulièrement au Oui. début, mais aussi à plein de scènes où on voit par exemple des bateaux. On Même, voit aussi oui, oui, oui.
petites images sur la carte, tu sais? Mmh, mmh, mmh. Et sur les journaux aussi, parce que mine de rien, je crois qu'il y a bien une quinzaine ou une vingtaine de fondus enchaînés. Oui. C'est Bah, je pense que oui, oui, il y en a même, il y en a peut-être même plus, hein, mais en plus, ce qui est juste avant de venir sur le fondu enchaîné, mais de toute façon, ça va être lié, donc c'est pareil. Quand ils mettent, enfin, quand Mervyn Leroy, pardon, met les cartons des journaux, on a presque l'impression que, en plus, parce qu'on parlait un tout petit peu pour embrayer sur l'image médiatique aussi, faut rappeler que quand il met les cartons des journaux, ça arrive presque brutalement à chaque fois, ou de manière en plus avec des titres qui sont très grossiers, je trouve, et très, comment dirais-je, très caricatural. Enfin, il n'y a pas forcément le détail en dessous, etc. Et je pense que ça donne un petit peu aussi l'image médiatique qu'on veut faire, qu'on veut montrer du personnage, enfin que les journaux dans le film montrent du personnage, etc. Je trouve ça assez intéressant. Et donc pour revenir sur les fondus enchaînés, je pense que, étant donné que le film joue énormément, et d'ailleurs je me suis posé la question en voyant le film, je me suis dit mais en fait est-ce que c'est propre, parce que moi j'ai pas vu je pense autant de films que vous de cette époque-là, et je me suis dit est-ce que c'est propre à ces films américains des années 30 de jouer beaucoup avec les cadences de défilement du temps, les fondus enchaînés, les ellipses, les multiples ellipses qu'il y a au cours du film et tout. Mais sauf qu'en fait, je pense que c'est aussi pour montrer que le défilement du temps, qui est vraiment le temps qui passe très très vite finalement, parce que ça se passe sur plusieurs mois, plusieurs années, c'est pour montrer aussi que le temps rattrape le personnage. Et je pense que vu que le temps rattrape le personnage, il est en même temps obligé à chaque fois de trouver des nouvelles solutions, finalement, quand il retourne en prison, et ben, il se réévade, etc. C'est des allers et retours incessants entre, enfin, ou plutôt une course vers entre guillemets la liberté, quoi, vers ouais. ce que lui veut être, ce qui veut devenir à l'avenir. Et je pense que les fondus enchaînés sont là aussi, c'est-à-dire qu'en plus ils passent très vite généralement, ce qui donne des effets de surimpression. Euh, et ça joue aussi un truc que j'ai remarqué en revoyant certaines séquences du film, c'est que le peu de plans larges qu'il y a, la majorité des plans larges, enfin quand il y a plan large, à 99% du temps, il y a un fondu enchaîné derrière. Donc je me suis posé la question, je sais pas si vous avez une réponse à ça, parce que je me pose encore la question là-dessus, mais je pense que ça joue aussi sur ce truc-là, c'est-à-dire que dès qu'il y a peut-être un cadre plus large, donc peut-être un moment de respiration en fait, lorsqu'il y a quelque chose, et ben en fait Ouais. directement le fondu enchaîné vient annuler cette chose-là, mais l'air de dire en fait le temps il file à une vitesse pas possible, et ça Mmh. donne pas le temps au personnage en Bah, fait de se poser, même sauf peut-être pendant les moments de discussion comme je le disais juste avant, mais ouais. voilà. Même sur parce que du coup on parlait, des journaux et entre guillemets de l'influence des médias. Il y a un fondu enchaîné à un moment, en fait, sur le journal qui, du coup, en fait, revient ensuite sur le personnage, et moi j'ai l'impression de voir le journal qui s'écrase sur le personnage, comme si en fait entre guillemets «la description qu'on a fait du personnage», c'est-à-dire, lui qui est devenu une figure publique criminelle, est plus importante que les efforts que lui-même a fait pour se réhabiliter en quelque sorte. Et c'est l'image médiatique maintenant qu'on retient, qu'on retiendra toujours à partir de ce moment-là, devant l'image, tu vois, du entre guillemets, de cet évadé qui a pu faire quelque chose de sa vie. C'est pour ça ensuite, hein, qu'il décide de s'évader et de s'assumer totalement en criminel. En fait, moi j'ai vraiment eu l'impression d'un côté un peu cumulatif, c'est-à-dire, d'avoir un petit peu les points de vue, de tout le monde, c'est-à-dire, de sa famille, des individus en général, mais pas seulement, aussi des journaux, des gouverneurs aussi, donc le moment où on a la discussion en fait avec l'avocat, le gouverneur, et cetera, de la justice, qui vient s'écraser sur le film et qui intervient de façon progressive, qui intervient à la fois par les fondus enchaînés, mais aussi par la narration, et même, du coup, par des moments de pause, parce qu'en fait, tu as une ou 2 scènes de pause où tu as le personnage, qui discute en fait avec sa future mariée, qui lui fait du chantage, et là, à ce moment-là, tu as des plans fixes en fait. C'est quelque chose, on a l'impression que le temps s'arrête, et après voilà, comme tu l'as dit avec cette gestion des cadences, ça repart, ça repart, ça repart. Ouais, c'est encore une fois, hein, Mais c'est d'ailleurs, cette en sensation plus, d'étouffement, excuse-moi, non, vas-y, hein. mais du coup, tu parlais du procureur à un moment donné? Si je dis pas Ouais, de... Ouais, c'est ça? bah, je Ce crois que qui c'est est... le gouverneur en fait, C'est le gouverneur, oui, oui, c'est le ouais, gouverneur. Ce qui est hyper intéressant en plus, c'est de voir, bah, pour revenir un peu vite, enfin rapidement sur cette idée du rêve américain brisé, etc.
de montrer, en fait, j'ai envie de dire, l'image que veulent se donner en fait les supérieurs un peu hiérarchiques et les politiciens, etc. Enfin, c'est quand il dit, par exemple, il fait un monologue à un moment donné en disant que oui, de toute façon, nous, à la sortie de prison, c'est des hommes qui aient changé et qui ne soient plus comme avant parce qu'avant c'était des criminels. Il faut que la prison, il faut que ce travail forcé là, il faut qu'ils aient totalement changé, quoi. Comme s'ils ils étaient conformés, qu'ils devaient se conformer. On l'avait déjà dit juste avant, mais c'est vrai que comment dire, le monologue du tome là vers la fin du film, hein, je crois que c'est, parce que c'est juste, en fait, c'est au moment où il décide de pas libérer en fait James Allen, et il y a encore une fois cette conformité, de toute façon, qui est représentée par les supérieurs hiérarchiques. Je pense que ça dit aussi beaucoup de toute façon du système américain Mmh. encore aujourd'hui, de OK. toute façon. Ah bien sûr, bien sûr. Également, parce que Thierry, tu évoquais, le classicisme, je m'interroge sur, votre manière de voir en fait, cette romance qui va s'installer. Non plus donc avec son épouse qu'il n'aime pas, se retrouve forcé de l'épouser parce qu'elle, souhaite le balancer en fait, souhaite balancer le fait que voilà, il s'est évadé. J'aurais aimé avoir votre point de vue sur la 2e romance, c'est-à-dire au moment où il commence à s'intéresser vraiment à une femme qu'il rencontre lors d'un dîner. On pourrait très bien voir cette romance aussi, hein, comme quelque chose, d'attendu, voire là pour le coup qui est plus, qui prend moins de risques. Mais finalement, est-ce que ça crée pas justement une rupture, une opposition intéressante entre les 2 femmes qu'il rencontre, voire même avec toutes les femmes qu'il rencontre parce qu'il rencontre aussi sa mère qui s'oppose à lui? Qu'est-ce que ça vous évoque? Je sais pas, cette opposition, est-ce que c'est quelque chose qui rend pas service au film, finalement, d'inclure encore un autre personnage comme ça, une espèce d'intrigue romantique? Je sais pas, parce qu'en fait, ça sert aussi à un truc, c'est à montrer que le personnage s'en détache par rapport à la scène de fin, où du coup, effectivement, il y a le côté romance plus ou moins forcé, ça arrive un peu au milieu du truc, même s'il y a un côté justement, ça tombe plus par le fruit d'un hasard, là où la première est presque revenue parce que il faut absolument à un moment trouver un élément pour se marier, pour retourner dans une espèce de moule dont il ne veut Ouais. pas, hein, qui est du coup le moule du allez, j'ai peut-être trouvé le boulot qui me plaît, mais en fait, ça correspond à redevenir ce citoyen que je ne veux pas être, elle en profite. On passe de par plein de petits états, effectivement, on passe sur de la romance très classique qui est censée être animée par le sentiment vertueux de l'américain moyen qui va se ranger dans la cellule familiale, voilà, classique. Avec après le détachement, ça devient presque, bon, c'est pas de la blonde Hitchcockienne non plus, mais avec ce côté, voilà, la femme qui découvre, donc manipule, devient perfide. Et Mmh. je trouve ça intéressant d'un certain côté de mettre un autre personnage féminin derrière qui lui va être beaucoup plus lumineux. Alors non pas que, enfin voilà, enfin, on n'est pas là pour faire un procès en misogynie à la con enfin, je dis pas à la con Oui. parce que c'est pas toujours à la con, mais là en l'occurrence ce serait le cas de Mervyn Leroy pour dire ah le seul personnage féminin que vous mettez en place est un personnage perfide qui le manipule. Bon, de toute façon, Oui. à part 3 personnages qui sont fonction, il met pas de personnage féminin en place. Ça, c'est un procès en misogynie qu'on peut lui faire. C'est un autre débat. Ouais. Mais il y a quelque chose du apporter le contre-pied, de dire: «Non, mais regardez, c'était une mauvaise rencontre» et il y a aussi ce personnage-là, Hélène, qui Ouais. voilà, est plus Mmh. douce et tout ça. Et il finit quand même de par s'en détacher. Et ça, je trouve ça fort, en fait, de réussir à mettre ce personnage-là pour que lui, aille la voir à la fin du film pour lui dire: «En fait, je pars. Notre relation, elle n'aura pas lieu d'être. Elle sera pas là. Parce que, ben, on est bien, ça pourrait être bien, mais je suis autre chose maintenant. Je suis, voilà, quelqu'un. J'ai évolué, il s'est passé tout ça». Et donc, c'est une façon de rejeter ça pour ne pas nous offrir, la repentance, peut-être même par, le sacrifice à la femme. Qui est quelque chose de très américain, le côté elle est pure, elle est belle, elle t'attendra à la maison, tu dois donc devenir rangé et être là. Et Mmh. là, ouais, non, il lui dit: «Bah, vis ta vie et ta vie, elle sera sans moi et c'est cool, en fait et tu vas Ouais. sûrement bien même t'épanouir sans un homme». Et bon, alors, pareil, je ne pense pas qu'il ait pensé aussi loin quand il a fait ça, mais c'est ce que ça évoque. Ouais. Et ouais, donc du coup, ce qui fait que même si c'est un peu rentré au forceps dans la narration, ça sert quelque chose. Donc ça me dérange Ouais. pas tant que ça. Ah non, bah, je suis d'accord avec toi. Mais j'étais d'accord avec Thierry sur ça, et même de manière générale, je trouvais que ça prenait pas si tant d'espace que ça dans la narration et dans le Ouais, film. je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc non, non. Et la fin est très bien, effectivement, quand il lui dit que bah non, en fait, Ouais. moi j'y vais, je m'en vais, et puis de toute façon Mmh. c'est comme ça. Et ça constitue un moment de flottement, je pense, qui était peut-être nécessaire aussi, même pour le grand public, pour pouvoir respirer un minimum, parce que quand même on s'en prend plein la tête, hein, en C'est termes un film qui est de très rythmé, hein. C'est très très rythmé, hein, vraiment. Oui, oui. ouais. Mais tu vois ce moment où il la rencontre après quand Mais il, c'est ce que tu disais au début, hein, ça fait qu'1h30 quoi. Avec tous ah ouais, ces ça fait qu'1 heure éléments-là, 30.
Ça, c'est fou, hein. Et pourtant, on a l'impression qu'il se passe 10 000 choses. Et en même temps, il se passe 10 000 choses. Très bien. La dernière scène, en fait, où James Allen disparaît dans l'obscurité, j'ai l'impression que là, pour la première fois peut-être dans le film, on s'éloigne d'une approche réaliste. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression, comme tu l'avais dit un petit peu en introduction, Axel, avec le regard expressionniste, que là, il se range totalement dans l'ombre et que du coup, voilà, il accepte sa condition de criminalité. C'est presque, enfin, c'est la première fois du film où, entre guillemets, on n'a pas de contexte social ou contexte politique, je trouve, qui est vraiment affirmé. On a l'impression que le personnage se détache de toute condition. Il se Bah, détache finalement, de tout lien fi- avec les autres. ouais, ouais, Tu vois? mais finalement, c'est totalement ça, et c'est même, bah, en fait, c'est la confirmation de ce que disait Thierry avant concernant Ouais, ce retournement en fait de rêve américain où finalement, c'est en s'engouffrant dans la criminalité qu'il va pouvoir détourner ça, en fait. Et du ouais, coup, bien sûr. c'est comme ça qu'il s'échappe de ce truc-là. Oui. Absolument, absolument. La période de la Grande Dépression, parce que je voulais en parler quand même un petit peu, il y a eu des films passionnants, hein, des films américains sur ce sujet qui en ont parlé. Je pense par exemple au film de Ford, Les raisins de la colère, et des tas d'autres films qui en ont parlé. C'est même pas peut-être, c'est voilà, de façon beaucoup plus classique et avec un rythme moins soutenu. Donc je ne sais pas si c'est le plus facile de s'y confronter pour voir un film enfin, sur cette période-là. J'ai envie de dire un film de crime, mais en même temps un drame d'époque comme ça, en tout cas, qui est assez déroutant, je pense, enfin, pour le grand public, pour les spectateurs. Je pense pas que j'ai vu beaucoup de films de ce genre-là. Et de manière Ouais. générale, j'ai pas vu beaucoup de films de carcéral, de prison, etc. Même si là, on l'a dit maintes et maintes fois, c'est beaucoup plus que ça. Honnêtement, moi, je l'ai découvert pour l'occasion et ça a marché très bien, je trouve. Je pense que c'est bien comme porte d'entrée, oui. Enfin, C'est vrai que ça peut aller quand même, et puis surtout, bon, ça repose sur une trame qui est en soi simple et qui est très bien amenée ensuite par le jeu sur le rythme, etc. On vous conseille évidemment ce film qu'on a adoré, je crois. Je suis oui, pas sûr. oui, 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 oui. Mais on s'en fout de savoir si on a adoré le C'est film vrai, ou c'est vrai, pas. c'est en On est là même pour temps, donner bon. des lectures, on n'est Voilà. pas là pour filer des Je veux dire, petites notes et des bons points. au bout d'un moment, après plus de 50 minutes de discussion, si les auditeurs, vous n'avez pas compris si on avait aimé ou pas, bon. Oui, oui, non, mais c'était une boutade, hein. Oui, voilà, si on perd notre temps à en parler, c'est que ça vaut le coup. Et Ouais, puis au voilà. pire, si on n'aime pas, ça veut quand même dire qu'il faut le voir. Exactement. Voilà. Faites-vous votre propre avis. Écoutez, c'est le moment de passer à quelques petites recommandations. Get away from her, you bitch! Say hello to my little friend! So what you parle comme ça, mec? What a DeLorean? The way I see it, if you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style? C'est vrai qu'au premier épisode, on évoquait sortie non américaine. On s'est dit que c'était mieux quand même de rester sur le cinéma américain parce que, ben, voilà, on parle de cinéma américain. Thierry, toi, qu'est-ce que tu recommanderais, je sais pas, sur ce que tu as vu dernièrement, qui t'a Alors, parlé là-dessus? ouais, non, il y a un film auquel je pense. Alors, je vais essayer de bien le contextualiser sans trop en dire parce que l'idée c'est quand même de bien en parler parce que c'est sur des sujets un peu touchy. Enfin, pas touchy sur le sujet en réalité, mais sur la manière dont on peut l'évoquer. Et vu que tout à l'heure, je me suis dit, putain, tout à l'heure j'ai parlé de procès misogynie, j'espère que j'ai pas été confus dans ce que je disais. C'est des sujets comme celui-ci qui moi m'intéressent beaucoup. Et c'est In the Cut de Jane Campion. Ouais. Et la raison pour laquelle j'ai envie d'en parler, c'est parce que je trouve que c'est une réponse assez appropriée à Baby Girl qui vient de sortir actuellement en salle. Ouais. Voilà, donc j'ai pas spécialement envie de parler de Baby Girl, mais ayant vu In the Cut avant, je dis tiens, c'est la version qui moi m'intéresse. Pourquoi? Je vais expliquer rapidement. En gros, Baby Girl, si vous voyez ce que c'est, donc c'est le film avec Nicole Kidman et aussi Nicole Kidman et un peu de Harris Dickinson, voilà. Parce que Ok. le film est vraiment très contrôlé par Nicole Kidman, qui est donc un film où justement elle joue une CEO de grande entreprise américaine spécialisée dans la high-tech qui pollue bien dégueulasse. Déjà bon courage pour avoir de l'empathie pour le personnage, mais après on te décrit un milieu, tu l'acceptes et c'est comme ça, et c'est très américain aussi, ça fait partie de leur culture, hein. La réalisatrice n'y voit pas trop de problèmes, elle est pas là pour faire la critique de ça, il faut qu'on l'accepte.
c'est compliqué, mais voilà, une CEO qui est rangée dans une vie familiale très prenante, avec un mari qui l'aime, qui est joué par Antonio Banderas, qui, même s'il n'en a pas grand-chose à foutre, bah, joue correctement parce que bah, quand il faut faire le taf, il est là, mais tu sens que ça fait un peu chier, il est pas chez Almodovar, quoi. En gros, elle a des désirs de soumission. On la voit dès le début regarder du porno, voilà, avec justement des fantasmes de filles qui jouent avec leur daddy. Du coup, voilà, elle a envie d'être dominée, mais son mari n'est pas dans ce délire-là. Quand elle lui demande ne serait-ce que de lui bander les yeux pour faire un truc qu'il veut pas. Et elle va rencontrer donc ce jeune stagiaire dans sa boîte qui va lui se rendre compte que c'est ses désirs. Donc c'est un peu montré comme ça au début, il y a un côté, on pourrait penser qu'il est pervers, qu'il la manipule, mais en fait c'est plus, il a conscience que c'est ce qu'elle veut et il va essayer de faire en sorte qu'elle le verbalise. Donc il y a toute une notion sur le consentement qui est assez intéressante. Et le film va mettre ça en place, mais effectivement le film a un souci, et qui n'est pas une recherche graphique de ma part, mais c'est qu'il est tout le temps dans la retenue de ce qu'il essaie de montrer. Il veut jamais vraiment aller jusqu'au bout, même, quant au corps de Kidman. Alors je dis pas qu'il faut qu'elle apparaisse nue, de face, qu'elle se donne ou tout ça, mais à chaque fois que c'est les moments où on te dit: «Regardez comme elle se lâche», la caméra est absente, c'est pas avec elle, on a toujours des petits cris de fouet. Tu vraiment l'impression qu'elle est là en mode: «Ah oui, filmez-moi sous cet angle, il faut qu'on voit mon visage avec cette lumière». Je ne dois pas montrer OK. de vulnérabilité, là où Mmh. c'est un personnage qui est censé s'y mettre. Et donc, quand je voyais ça, ça m'a fait penser donc à un autre film qu'on m'avait conseillé dernièrement, et je ferai signe à la personne qui me l'a conseillé, en lui disant que je l'ai conseillé dans cet épisode. Conseiller, ça fait beaucoup de conseiller. C'est donc In the Cut de Jane Campion que j'ai découvert, il y a pas longtemps, et qui est un film que j'ai pas énormément apprécié en termes de visionnage, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on s'en fout en fait de savoir si on n'a pas aimé un film ou pas, Oui. l'essentiel c'est de savoir ce qu'il nous évoque, et le film j'en reparle, et j'en reparle pas mal, donc c'est qu'il m'évoque plus de choses et qu'en réalité, bah, je l'aime peut-être beaucoup plus que ce que, le ressenti de visionnage m'a procuré. Donc, maintenant, pour en revenir à l'autre film, et après je ferai le dernier accord et je vous laisserai la parole parce que j'ai tendance à monologuer. Donc, In the Cut, ça se passe donc dans les années 2000, hein. Enfin, c'est un film de 2002, donc c'est un film qui va tout à fait retranscrire son époque, qui en plus visuellement se mêle à un truc que Jane Campion n'avait pas fait. Elle vient d'un cinéma assez classique, américain, voilà, avec la leçon de piano, avec tout ça. Grandes romances qui sont très issues aussi de David Lean, de ce genre de choses. Et après, elle va partir aussi bah, dans le western, partir dans des trucs, mais c'est une femme qui a déjà une, euh, une très grande force en tant que cinéaste, c'est qu'elle va énormément faire varier les textures visuelles de ses films au récit qu'elle a envie de raconter. Et In the Cut est un pur film de ce que moi j'appelle un truc que j'aime pas trop, qui est le film MTV, quoi. Donc le film des années début 2000 où l'image doit être un peu crade, refléter cette Amérique qui se cherche. Voilà, ça a donné plus tard des trucs comme Saw, où moi c'est difficilement possible. Mais en tout cas, on est à mi-chemin entre voilà, un film semi-artsy qui pourrait aller voilà, dans des écrans comme Sundance, il y est peut-être allé d'ailleurs, hein, je vais pas chercher ce genre de choses, ça m'intéresse pas trop. Et ce que Stuart Gordon a donné dans les années 80, donc le côté crade de l'Amérique en fait. Donc OK. c'est avec Meg Ryan, c'est là-dessus que je vais faire mon raccord, qui joue qu'une nana qui s'appelle Franny et qui vit donc voilà dans un quartier voilà de New York. Elle est prof, elle traîne dans des quartiers dégueulasses. Sa meilleure pote se prostitue. Elle est tout le temps à mi-chemin entre des bars un peu malfamés où elle va des fois avec ses étudiants, des fois avec ses amis. C'est une nana qui se cherche. Mais surtout, effectivement, c'est une nana qui est un peu perdue dans ses désirs. Elle a une relation avec un gars qui est joué par Kevin Bacon, qui la harcèle, qui vient régulièrement devant chez elle. Je sais que t'es là, ah c'est bon, on a couché une fois ensemble et c'était cool, vas-y, laisse-moi revenir. On sent que à la fois le côté de l'interdit lui plaît, mais qu'à la fois elle a pas trop envie de se mêler à ça. Et puis elle assiste à ce qu'elle l'interprète comme une fellation forcée dans un bar, mais potentiellement à une prostituée, donc elle ne sait pas exactement ce qu'elle a vu. Le mec est tatoué et le lendemain, la prostituée est retrouvée morte. La question va se poser du est-ce qu'elle a vu ou pas l'assassin potentiellement lors de cette scène de fellation. Et c'est pas ça qui va nous intéresser en fait, c'est qu'on nous fait croire qu'il y a ça, donc elle va aller parler avec les flics, elle va rencontrer le personnage de Mark Ruffalo qui justement va au début lui dire bah, vous êtes un sujet d'enquête donc on va venir et réfléchir. Et dès l'instant que les interrogatoires commencent ou quoi que ce soit, lui va se mettre à essayer de la séduire de manière forcée. Voilà, de manière, c'est assez crado au début, on se dit vraiment qu'il y a une relation de domination qui est assez horrible, et au final, il y a un côté, bah non, en fait, c'est son désir à elle aussi. Elle a envie de domination, elle a envie de tout ça, et OK. va se créer un truc un peu malsain parce que le flic a le même tatouage que le potentiel meurtrier. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Elle va en croiser d'autres derrière. Donc au début, on se dit: «Ah mais est-ce qu'elle est pas en train d'avoir une relation, avec un meurtrier?» Même elle va y penser, et c'est pas vraiment le sujet du film. Le sujet du film étant: «Qu'est-ce que je dois faire moi en tant que femme pour me libérer, pour m'accepter, pour devenir tout ça?» Justement, ça fait du coup beaucoup penser, à Baby Girl, qu'on est pas mal en train d'encenser parce qu'on se dit qu'il est très novateur dans ce qu'il dit. Alors,
Loin de moi l'idée de dire que parce qu'un film a déjà été fait avant, on peut pas en parler aujourd'hui, mais j'ai envie de remettre un peu celui-là en lumière parce que celui-là parle Mmh. de ces sujets. Je trouve en parle pas mal dans le sens où, contrairement à Nicole Kidman, contre laquelle j'ai pas grand-chose, hein, parce que même dans le film, elle est plutôt bien. Ryan est totalement au service de Jane Campion. Il n'y a aucun moment où, bah, si on revenait à l'article de KD Cinema que je citais avant, où elle se dit je suis Meg Ryan, je dois exister pour ça. Elle a un besoin en 2002 qui est aussi de casser son image, qui est le côté, elle a été l'icône des rom-coms de fin d'années 80 jusqu'au milieu des années 90, et elle a atteint un âge où Hollywood n'a plus rien à lui proposer tant qu'elle ne pourra pas jouer des grands-mères, ce qui est une réalité à Hollywood quand tu as un corps de femme. Donc il y a ce besoin de dire je peux être autre chose, je peux incarner quelque chose. On vient de D'accord. terminer la vague des thrillers érotiques qui était quand même à grande dominance masculine au final, même si ça montrait des choses assez retorses, et que j'aime beaucoup certains de ces films-là. Et là, on est dans un côté justement bah, qui va assumer le côté, bah, la femme aussi peut être ce vecteur de désir qu'on considère comme malsain, d'autres choses. On va jouer sur des ambiguïtés, on va jouer sur plein de choses. Et bah, voilà, je sais pas quoi en dire de plus. J'y pense aussi D'accord. parce que vous avez parlé de bug dans votre premier épisode et qu'il y a ce côté image voilà, cramoisie d'une Amérique qui se délite, qui n'existe plus que par le prisme de Non mais Sidney là tu Bros. fais plusieurs Voilà. raccords carrément, t'es trop fort là. Oui, non, voilà. Mais non, du coup, j'étais là en mode, c'est vrai que bug, quand il pense, il y a un côté cramoisi crado, et là, tu te dis, ah, là aussi, quoi. Ouais. C'est une question, je pense, du début des années 2000. Comment on sort Mmh. d'une décennie qui a craché sur le formalisme très propre des super-héros américains de l'ère Reagan, tu vois, dans les années 80. Maintenant, on a fait des films sombres. C'est quoi la synthèse de tout ça? Et je trouve que ces films-là se posent cette question. Voilà. Donc, In the OK. Cut de Jane Campion, j'en ai pas dit tant que ça, en réalité. Et c'est très très cool. Voilà. Mais Regardez ça c'était si vous avez l'occasion. mais Ok, c'était tr bah c'était très intéressant. ça m'a donné envie de voir le film. Surtout que je connais très peu, voire pas du tout le cinéma de Jane Campion. Donc ouais, Bah, ok. pour être honnête, moi j'ai vu, la leçon de piano et Bright Star, et il faudrait peut-être que je revoie la leçon de piano parce que bon, malgré mes réserves, ça reste quand même, un film quand même extrêmement, enfin, extrêmement travaillé esthétiquement parlant, et surtout j'adore, j'adore la BO de Michael Nyman, je crois. Ouais, c'est Michael Nyman. En tout cas, merci pour ta reco Thierry, merci. Axel, est-ce que tu aurais un film qui te vient en tête que Alors, tu estimes intéressant? complètement, complètement. Alors moi, je vais vous parler d'un film d'un réalisateur bon, qui est très américain et qui est très connu, qui s'appelle Spike Lee. Vraiment, mais Ah bon. très, très, très connu. Est-ce que c'est Da Five Blood? Ah non, non, pas du Aïe, tout. aïe, Non, ça va alors. Non, non, c'est un film qui s'appelle Clockers, qui est sorti en 1995. Et pourquoi je l'ai vu? Tout simplement parce que j'ai réussi à le trouver en Blu-ray, quelque part dans un coin sombre de Rennes. Et donc non, c'est un film de 1995, donc qui vient après, quelques années après Do the Right Thing, que moi j'avais déjà vu avant de Spike Lee. J'ai pas vu beaucoup de films de Spike Lee, j'ai dû en voir 4 ou 5 à tout casser. Je connais pas trop bien encore son cinéma, mais pour l'instant ça me plaît beaucoup de ce que j'ai vu. Et donc Clocker, ça parle de quoi quand même, histoire de vous dire un petit peu, et puis après je vous donnerai mon ressenti. On suit dans un quartier populaire de Brooklyn, qui est un ghetto en fait, là où il y a que des noirs afro-américains à ce moment-là. Donc on suit un personnage qui s'appelle Strike, qui est joué par Mekhi Phifer. Désolé pour la prononciation. C'est un si vous savez pas quel acteur c'est, pardon, il a joué notamment dans 8 Mile, un rappeur qui s'appelle Future, et il a joué aussi un des docteurs principaux de Urgence à partir de la saison 8. Donc petite parenthèse sur Urgence, c'est la meilleure série médicale de l'histoire. Bref, voilà, on retourne au film. Euh, Bref, donc. Alors que Hôpital Central existe. Ah ouais, pardon, J'ai jamais excuse-moi. vu Hôpital Central, c'est juste que le sitcom sur 60 ans, ça m'éclate. Donc on va suivre Strike en fait, qui est un jeune dealer qui travaille pour le parrain local à ce moment-là et qui va se retrouver à un moment donné à être dans l'obligation de devoir tuer un concurrent qui les vole en fait. Euh, donc c'est une obligation évidemment qui vient du parrain local. Donc là je vous parle à peu près des 10-15 premières minutes du film, hein. Et sauf que Strike va demander à son grand frère s'il connaît quelqu'un qui peut tuer cette fameuse personne à sa place. Et à partir de là, le meurtre a effectivement lieu, sauf qu'on ne sait pas vraiment qui a tué, qui a tué le type qui devait tuer. Et c'est là que deux enquêteurs sont engagés sur l'affaire, qui sont joués par deux acteurs vraiment pas très connus, que sont Harvey Keitel et John Turturro.
Et Ah, donc, c'est un film c'est un film qui est assez flou dans sa première partie parce que en fait, on sait pas trop de quoi il va en retourner à part le fait que ça soit entre guillemets guidé par une trame assez simple, voire simpliste. Donc, c'est-à-dire que c'est une enquête en fait sur un meurtre dont on sait pas qui vraiment en fait a tué cette personne-là. Et sauf qu'à un moment donné, il y a un élément déclencheur, et notamment avec un très jeune enfant qui s'appelle Tyrone dans le film, qui est un jeune noir afro-américain qui habite dans le même quartier que Strike. Et donc il y a une amitié qui va se créer à moitié entre les deux, une relation un peu entre, comme si c'était donc, comme si Strike était le grand frère et Tyrone le petit frère. Donc une relation amicale comme ça. Et je vous dis ce qui se passe, mais enfin je vous dis pas ce qui se passe, pardon, mais je trouve qu'il y a une très belle relation entre lui et enfin une très belle relation de personnages entre les deux. Et là, en fait, à partir de cette relation-là, quand ça va commencer à se nouer, on comprend très bien où Spike Lee veut en venir. C'est-à-dire que je pense que c'est un long métrage qui, à la manière de ce que fera la série The Wire plus tard, je pense que c'est une des influences principales de The Wire. Je ne sais pas si David Simon l'a déjà dit ou pas, mais ça m'étonnerait même pas que ça soit une des influences principales. C'est-à-dire que c'est un film qui, avec un sens du romanesque quand même assez remarquable, mais aussi des scènes assez réalistes, va regarder un peu les conditions de vie de ces classes populaires-là dans les ghettos et les quartiers populaires en l'occurrence là c'est un quartier de Brooklyn. Mine de rien, je trouve que c'est un regard assez juste et assez bouleversant en fait sur ces communautés-là. Quand il se passe un truc comme ça, genre un- une enquête sur un meurtre, comment en fait comment regardent les policiers qui sont en train d'enquêter sur ça, comment ils regardent ces communautés-là, et à quel point, notamment le personnage d'Harvey Keitel est assez intéressant dans ce sens que on sait pertinemment que ce qu'il veut, c'est résoudre l'enquête, mais un peu à la manière du, du, du- de Nick McNulty pardon, dans The Wire. Il va en ouais. même temps avoir un regard sur le personnage de Strike qui est assez paradoxal. Enfin, je ne veux pas vous en dire trop parce qu'il y a beaucoup de surprises dans le film. Et je trouve que Ah, c'est j'en hyper peux intéressant dire. de ce point de vue-là. Mm. Et donc, je cherche si j'ai d'autres trucs à dire sur le film. Non, et puis surtout, ouais, pour moi, c'est là où j'étais très étonné. C'est que quand j'ai vu le film, j'ai pensé directement à The Wire en fait. Parce que c'est à peu près vu que c'est Spike Lee, il a forcément un affect et un regard qui est différent des autres sur cette communauté-là. La mère qui déboule et qui dit mais non, mais en fait faut pas que tu restes avec mon fils dans ces histoires-là parce que moi je veux qu'il ait une vraie éducation, tout ça machin. Enfin c'est hyper intéressant ce qui se passe dans le film, donc voilà, je vous dis pas plus, mais Ok, c'est un très très beau film de Spike Lee. Voilà. d'accord. Eh bien, ça me donne beaucoup envie parce que écoute, moi j'adore Do the Right Thing que tu avais mentionné juste avant. Et c'est vrai que j'ai plus de mal en fait avec son cinéma à partir des années 2000. Je sais pas, ça Il y a m'évoque un peu à déjà boire et à beaucoup, hein. manger chez Spike Lee après, hein, mais là, oui, celui-là, effectivement, elle est hyper intéressante. Bah après, ouais, je sais pas si. Ouais, non, t'as raison. Je suis en train de vérifier après, à partir des années 2000, c'est compliqué, quoi. Ouais. J'avais plutôt apprécié Inside Man, mais je m'en souviens plus très bien. J'ai pas trouvé ça très bien, ça. Mais non, Ouais. ce qu'il y avait avant, c'est vrai que, ouais, oui, non, même Do the Right Thing et tout, ouais, c'est vrai que c'est des films assez forts, en fait. Ouais. Mm. The Right Thing, et surtout, moi je vous en conseille un autre, c'était School Days aussi, Cool que Days, ouais. j'avais. School Days qui était, putain, Ok. qui est vachement bien. Et School Days qui est assez drôle en plus, je trouve. Donc, qui est peut-être. Il y a un peu plus un rapport comique dans le film. Mais oui, oui, du coup, je te conseille, William. Si tu Yes. Bah écoute, ça pourra peut-être me réconcilier avec son cinéma. Très bien. T'as pas regardé son remake de Old Boy? Et non, malheureusement. C'est pas gentil. veux. Oh, Ah non, c'est mais pas faut se possible. réconcilier avec lui, là. Il a un film qui arrive, là, normalement. Donc. Aïe, aïe, j'ai Ah peur. oui, 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 j'ai peur aussi. C'est le remake Ouais, du film de Kurosawa, là. c'est le remake d'Entre le ciel et Ouais, l'enfer. Enfin, ouais. attends, c'est une nouvelle Ah, adaptation de Si Rançon nouvelle. sur un thème mineur. Donc peut-être que, en Ouais, vrai, ok. ah, ça c'est n'aura rien à original, voir, ça. mais Mais bon, c'est vrai que ça peut être mais aussi bon. un remake de Kurosawa foiré, quoi. Mm. Et bien sur ce, chers camarades, on peut remercier Thierry pour sa présence. Merci à toi, Thierry, Oui, de, Alors, et c'est. merci à vous, les copains. Ça fait plaisir. On s'épanche une heure sur un film, on le décortique, on lui fait tout un travail clinique. C'est pas ce qu'on voit partout. Donc, merci beaucoup pour ça. Bah, merci à Bah, écoute, toi. avec plaisir. Merci Et à toi puis, d'être venu hein, et d'avoir été aussi pertinent. ouais, Merci beaucoup. Oh, c'est clair. merci, mais c'est parce que vous êtes de bons interlocuteurs. Sans quoi, on n'est jamais pertinent. Arrête, arrête.
Et voilà, et donc 10 minutes de fleurs à plus tard, William dit au revoir, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, mais tu peux revenir quand tu veux. Et il y aura d'autres copains de la rédaction de C'est quoi le cinéma, mais on espère Oui, inviter aussi c'est prévu. des personnes sympathiques en dehors des médias qu'on connaît bien. En l'occurrence, on se fait un ciné. C'est quoi le cinéma? Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller lire les articles de Thierry sur le site On se fait un ciné, et même les articles du site. C'est toujours très intéressant et on peut dire que c'est un site de qualité, hein, C'est un clairement. très bon site. C'est un très bon site, vraiment. Oui, oui. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Alors, on avait prévu avec Axel peut-être de parler d'une sortie cinéma. Donc ça, on verra bien. On verra bien. Salut à tous et à la prochaine.